Bonjour à tous, Tête à Clash numéro 59. Ça commence, nous avons 4 beaux invités. Je vais commencer par Madame Christine Tazin, qui vient de sa province. Ça n'est pas la seule. Et qui participe à cette émission pour la, je ne sais pas, 9e fois. Quelque chose comme ça. Oui. Bienvenue Christine. Et vous m'avez signalé un livre que votre maison d'édition Résistance républicaine, dont vous êtes la présidence par public, qui s'appelle Objectif la Mecque, et qui est un roman d'anticipation. Suite à un attentat à Paris, voilà, un certain nombre de gens essayent de piquer la pierre noire de la Mecque. Voilà. Merci, Christine, de votre présence. Allez, maintenant, dans l'ordre, on tourne. Et on a Christian Combaz, un provincial professionnel, m'a-t-il dit. Oui, romancier. Je vais le redevenir dans pas longtemps, donc j'en profite pour réannoncer que Campagnol, dans sa forme quotidienne, s'interrompt à Noël. D'accord. Et donc, Campagnol, c'est l'émission que beaucoup suivent sur TV Liberté. Mais vous interrompez à Noël Je m'interromps à Noël, je ferai une mensuelle un peu plus longue. Voilà. Ok, très bien. Laurent Arthur Duplessis, qui est essayiste, romancier, spécialiste de géopolitique. Je fais qu'un roman. Vous avez fait qu'un roman. Ok, très bien. Journaliste alors. Okay. Mais beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais, et vous êtes spécialiste de géopolitique croisé avec de l'économie. Voilà. L'un éclairant l'autre. Très bien. Notre 4e invité, Jean Messia. Bonjour. Vous êtes délégué national au Rassemblement national. C'est ça. Okay, très bien. Et nous commençons cette émission. À tout de suite. L'émission, le sujet, c'est quoi? C'est la révolte des peuples. Alors, quand on regarde bien, sur tous les continents, Hong Kong, le Chili, l'Algérie, la Tunisie, le Liban, le Venezuela, les peuples se lèvent. Est-ce que c'est une révolte? Est-ce que c'est les prémices de quelque chose de beaucoup plus important? Dans tous les cas, on voit qu'il y a des éléments communs, des frondes contre les inégalités, la corruption. C'est particulièrement vrai à Hong Kong, le défi démocratique, la défiance des politiques en général. Alors, messieurs, je voulais savoir si ça disait quelque chose de ce qui se passe dans notre monde et peut-être de ce qui va se passer en France. C'est une réaction à la mondialisation. La mondialisation est devenue tellement intrusive, brutale, ubiquitaire, omniprésente, qu'on assiste à une réaction générale des peuples contre la mondialisation. Ça, je pense que c'est le dénominateur commun. Alors après, il y a des variantes d'un pays à un autre, etc. Mais il est certain que le creusement des inégalités provoqué par la mondialisation depuis plusieurs décennies, est arrivé à un tel paroxysme. Et je dirais que la brutalisation des peuples par cette mondialisation, je dirais cette globalisation, est devenue tellement cruelle que les peuples finissent par prendre le mot aux dents et par se révolter. Mais Laurent Arthur Duplessis, quant au Liban, les gens se révoltent contre la hausse de WhatsApp. C'est pas du tout un signe de refus de la mondialisation, pourtant, a priori. C'est la taxation. Oui, c'est la taxation, mais qui aboutissait au fait que le coût allait augmenter, non? C'est-à-dire qu'en fait, à travers le monde, c'est vrai que les motifs de la contestation peuvent être extrêmement variés. Mais si on prend un peu les choses en dynamique de longue période, on s'aperçoit quand même que depuis 2016, le monde est entré dans une phase de transition entre 2 paradigmes. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière fois qu'on avait connu ça, c'était au tournant des années 70, avec la vague libérale, puis la vague libertaire de mai 68, qui avait en fait immergé l'ensemble du monde avec le paradigme néolibéral qui a pris confortablement ses aises. C'est un peu plus tard, l'école de Chicago et tout ça. Ah non, l'école de Chicago. Ah non, pas du tout, non. L'école de Chicago, les premiers articles de l'école de Chicago datent des années 60. Okay. Dont notamment l'application réganienne, c'est voilà, c'est ça. Mais enfin, un paradigme politique, si vous voulez, est toujours précédé d'un paradigme universitaire, ou en tout cas scientifique. De la réflexion. Voilà, de la réflexion qui le précède et qui ensuite accouche la théorie d'une certaine forme d'opérationnalité politique. Compris. Et aujourd'hui, on est en train de connaître exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, à travers le monde, c'est vrai qu'on peut pas, il y a des situations qui sont pas tout à fait comparables, mais cette révolte des peuples exprime quand même, qu'elle soit d'ailleurs dans la rue, comme au Liban, au Chili, etc., ou dans les urnes. Parce que vous voyez bien, par exemple, que ce qui se passe en Espagne, ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé en Autriche, ce qui se passe aussi en France, avec le vote Rassemblement national qu'on a cru pendant un temps mort, mais qui
est revenu de plus belle à l'occasion des élections européennes, vous voyez bien qu'aussi bien dans la rue que dans les urnes, il y a une vraie volonté des peuples à ne pas se fondre dans l'océan glacial de la mondialisation, à retrouver leur spécificité, à retrouver leur identité qui avait été mise à mal, il faut bien le dire, non seulement par ce paradigme marchand, c'est-à-dire la standardisation, l'ouverture des frontières, mais aussi par l'immigration massive qui a tendance à écréter les différences des peuples et à transformer finalement l'être humain en un individu interchangeable, un agent économique. Voilà. Pardon, mais la Bolivie qui se révolte contre Evo Morales, Hong Kong qui se révolte contre le pouvoir chinois, là, on ne peut pas dire que l'immigration soit un déclencheur. Non, j'ai cité des peuples où il y a beaucoup d'immigration. J'ai cité deux choses. J'ai cité effectivement la mondialisation économico-commerciale qui désindustrialise les pays et donc qui les paupérise. Et s'ajoute à cela une mondialisation migratoire qui effectivement s'attaque à l'identité des peuples. Donc en fait, la mondialisation s'attaque à l'avoir, mais elle s'attaque aussi à l'être. Voilà, c'est l'être et l'avoir. Et du coup, à chaque fois, finalement, le premier, on va dire, presque le premier prétexte est bon pour lancer la révolte, la révolution, la déstabilisation. Parce que, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de débordement. Un phénomène exactement. Le catalyseur. Au Chili, c'est le prix du ticket de métro. Mais voilà, non, mais c'est ça. Mais c'est dérisoire. Comme les gilets jaunes l'an dernier, où ça a été à un moment donné, ça a été une augmentation de l'essence qui a mis le feu aux poudres. Et partout dans le monde, c'est un truc, on ne sait pas pourquoi c'est ça et pas là. C'est lié aussi aux caractéristiques locales ou identitaires de chaque peuple. Mais je crois quand même que l'immigration joue un rôle particulier parce que non seulement les gens, à cause de la mondialisation, ont perdu leurs emplois, on ne construit plus, tout arrive de Chine ou d'ailleurs, et donc c'est un chômage énorme, et ils sont en plus livrés à une concurrence qui est complètement ahurissante et scandaleuse. On va revenir là-dessus. Christian Combaz. Il y a un moyen, j'y reviens, mais en simplifiant, comme toujours, c'est un peu ma règle de fabrique, il y a un moyen très imagé d'expliquer tout ça, c'est qu'on est comme devant une queue qui grossit sans arrêt. Il y a un type sur le perron qui dit « Je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde ». Parce que c'est exactement ça, la mondialisation. Et du coup, les gens dans la foule se disent « Merde, alors si ça se trouve, on n'arrivera même pas au guichet ». Donc les gilets jaunes, c'est ça. Et en plus, l'immigration, c'est des gens qui viennent se coller à la queue, qui resquillent, qui essaient de prendre les places devant. Et c'est perçu comme ça par les populations locales. L'image est très juste. Donc je pense qu'il y a vraiment ce phénomène de globalisation du désir des peuples de rester dans la course. Et on leur annonce déjà, à cause des pics pétroliers, notamment dont personne ne parle, de toute façon, vous êtes foutus à 50 ans. Le modèle actuel ne pourra pas être vivable. Donc, même si vous avez 4 enfants, il faudra prévoir des solutions de rechange. Et là, les gens s'inquiètent en disant « Mais mes enfants, ils ont 4 ans. À 10 ans, ça fait... » Vous voyez... Ok, j'entends cette explication, Christian Combaz. Vous la voyez applicable dans je vous ai cité Hong Kong, le Chili, la Bolivie, l'Algérie, regardez, au Chili, le ce qui Liban... s'est passé, le Chili se lève en masse contre le doublement des prix des choses de base, le doublement du train, du métro, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a donné toutes les clés au privé il y a 10 ou 20 ans et que voilà, c'est pareil dans le Là, c'est le libéralisme. Vous avez raison. C'est l'explication sur le Chili. Alors, nous étions un pays qui avait des trains qui fonctionnaient parfaitement. Nous avons des viaducs absolument partout qui datent du Second Empire. On avait vous parlez de la France. Oui, on avait des tortillards qui allaient partout. On nous a cassé tout ça sous De Gaulle, enfin après De Gaulle, et maintenant on se retrouve avec des TER bourrés de vandales, de gamins qui terrorisent les wagons. Les TER, ils sont plutôt vides que non, remplis, mais ils sont vides parce qu'ils sont terrorisés, parce que les passagers ont été terrorisés il y a 10 ans par des connards qui écrivent partout et qui pissent dans les coins. La vérité, elle est là. Et personne ne veut le dire. Si. Alors, quand on habite du côté de Toulouse... Ça ne vous semble pas expliquer... écoutez, moi, je prends souvent les TER pour aller dans les fédérations du Rassemblement national. C'est vrai qu'il y a... Pour aller dans les grandes villes, les deux derniers arrêts... Non, pas seulement. Alors, vous avez raison, il y a des lignes qui sont catastrophiques et qui correspondent parfaitement à la description que vous en faites. Mais globalement, quand même, pas mal de régions ont renouvelé les TER qui sont flambant neufs. Alors, ils sont vides, d'ailleurs, à quoi ça sert si dans les derniers... Mais je suis d'accord avec vous. Dans les derniers arrêts, ils montent 15 jeunes qui engueulent tout le monde, non, mais vous avez, sur le constat, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on a changé une équipe qui gagnait pour tout. Bah oui. EDF fonctionnait parfaitement bien. La SNCF fonctionnait parfaitement bien. La Française des Jeux. Nos grands champions
nationaux ont toujours très bien fonctionné, tellement bien fonctionné qu'ils ont même fait des acquisitions à l'étranger qui elles-mêmes marchent très bien également. Vous parlez de la RATP par exemple. Et par idéologie, ADP. Le problème des acquisitions à l'étranger, c'est qu'on est toujours susceptible d'être puni injustement par une puissance à la Trump qui dit on va vous mettre à l'amende, vous êtes trop puissant sur le marché américain. Oui, mais je dirais, c'est le droit de toutes les nations de le faire. Du vainqueur. C'est nous qui sommes idiots, enfin c'est nos élites dirigeantes qui sont des idiotes. Laurent, de pas faire la même chose. Je voudrais poser une question à Laurent Arthur Duplessis. Est-ce qu'il n'y a pas un élément commun à toutes ces révoltes, c'est les médias sociaux, c'est-à-dire avec quand même des raisons qui sont un peu différentes entre Hong Kong et le Chili. Clairement, entre l'Algérie et le Venezuela, on est sur des raisons qui sont également différentes. Les médias sociaux jouent un rôle tout à fait primordial, et c'est vrai. Mais on voit bien que la globalisation a entraîné la colère des classes moyennes et populaires. Et on voit aussi que la colère remonte les différents étages de la pyramide sociale. Elle est partie de la base de la pyramide, et puis graduellement, elle remonte des classes populaires à la partie inférieure des classes moyennes, ensuite à la partie médiane des classes moyennes. Vous pensez à quel pays particulièrement ou vous pensez que c'est général? Aussi bien la France que le Chili, Alors, je voudrais aussi faire remarquer qu'on a beaucoup parlé des incendies de l'Amazonie avec le président Bolsonaro. On a omis de dire dans les médias politiquement incorrects que c'est exactement pareil pour la Bolivie. Et pour l'Afrique. D'accord. Et pour l'Afrique. C'est pas a priori ce qui est sorti au niveau de la contestation Evo Morales. Evo Morales, qui l'a fait chuter, c'est des élections frauduleuses a priori. Non, mais ce que je veux dire, toujours des catalyseurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, on signe, la France, etc., signe des pactes de libre-échangisme avec le Mercosur, etc. Mais ces incendies de forêt, c'est pas uniquement des raisons climatiques, c'est qu'il y a économique. Il y a un agroalimentaire latino-américain qui joue à fond la carte de ces traités libre-échangistes et qui saccage tout pour la production mondialisée. Et c'est pas tellement les petits qui en profitent, c'est surtout les géants de l'agroalimentaire qui s'insèrent dans cette logique mondialiste. Ce qui se passe au Brésil, c'est que les hectares de la forêt sont brûlés pour produire ce qui va servir à des additifs pour le pétrole. Et notamment. Et tout ça s'insère dans les libre-échangismes mondial. Et effectivement, qui met au saccage les classes moyennes et populaires, ainsi que la nature. D'accord. Est-ce que ça vous semble être le prémisse de quelque chose qui pourrait avoir un effet de contagion? Alors, on peut parler des Gilets jaunes, on va y revenir dans une émission, un petit peu plus tard dans cette émission. Est-ce que vous pensez que dans d'autres pays européens, et même dans les grands pays riches, comme nous sommes, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient se déclencher de ce type-là? Mais alors justement, comme ça a été dit, il y a une coalescence entre la révolte économique et la révolte identitaire. Et les deux sont en symbiose l'une avec l'autre, surtout dans un pays comme la France. Pour les Gilets jaunes, les médias politiquement corrects ont presque passé complètement sous silence le côté migratoire, le thème de la lutte contre l'immigration de la part des Gilets jaunes. Elle a été quand même, cette lutte, elle a été pratiquement symbolique. Parce qu'on en a entendu parler au début, quand les gilets jaunes qui occupaient les ronds-points étaient le gilet jaune de base, avant que les professionnels de la politique, les gauchistes, soient envoyés. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je ne suis pas certain d'avoir compris. Qu'avez-vous entendu au début sur les ronds-points? Au début, l'immigration était évoquée librement, et sans problème, sans tabou, et peu à peu... Pas devant les médias, cela dit, parce que en fait, beaucoup ont intériorisé le tabou. Donc quand ils baladent le micro pour demander mais c'est quoi votre priorité, les gens savent que s'ils parlent de ça, ils vont automatiquement être traités de racistes, etc. Enfin, s'ils ne s'expriment pas, c'est compliqué. Si, parce qu'il y a quelque chose qui... Non, mais il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que juste avant les élections européennes, 2 ou 3 mois avant le scrutin européen, il y a eu un sondage qui a demandé aux Français quelle était la question primordiale, enfin les questions primordiales dans un ordre prioritaire. Eh bien, figurez-vous que l'immigration, la question migratoire, arrivait en tête.
Oui. Donc, si vous voulez, on ne peut pas d'un côté dire les Gilets jaunes ne parlaient pas du tout de ça, et de l'autre côté, 2 mois après, on fait une enquête et l'immigration sort en premier. Regardez le fameux grand débat de Macron à Souillac, dans le sud de la France. La mairesse de Montauban était là, elle a évoqué le sujet de l'immigration, elle s'est fait sortir. Tout le monde était gêné, un peu comme quelqu'un qui raconte une histoire de fesses à table. Enfin, c'est effrayant. Effrayant. D'accord. Pour autant, ma question qui est, y a-t-il dans d'autres pays, sentez-vous dans d'autres pays, qu'il pourrait y avoir des effets de déclenchement et de propagation, comme je vous l'ai dit sur d'autres Hong Kong apportait le gilet jaune. Hein. Ça n'a pas été dit dans les médias français. Vous me l'avez dit, chante Les Misérables. Les chants dans la rue à Hong Kong, c'est Les Misérables, la comédie musicale Les Misérables. Ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que depuis quelques années, quelques décennies même, les grands spécialistes, les grands turiféraires de la mondialisation insistent toujours sur les dizaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Alors, par exemple, on vous parle du modèle chinois, on vous dit plusieurs centaines de millions. Plutôt des centaines de millions. Voilà, entre la Chine et l'Inde. Plusieurs centaines de millions de personnes sont. Mais le problème, si vous voulez, c'est que ceux qui sont restés dans la pauvreté ont été encore appauvris. Et donc, en fait, il y a un double phénomène, c'est-à-dire qu'il y a les pauvres qui restent pauvres. Ceux qui sortent de la pauvreté font apparaître la pauvreté comme encore plus terrible. Il y a encore plus terrible que ça, c'est que les Chinois n'avaient pas besoin de sortir de la sottise, car ils étaient sortis de la sottise depuis très longtemps. C'est un peuple intelligent par nature. Il y a d'autres peuples qui sont assez sots par nature, et le problème, c'est que quand la pauvreté se rajoute à la sottise, là, ça pose un problème. Moi, je crois que le problème, c'est qu'il y a des peuples sots, des gens idiots. Je suis désolé. Il y a des statistiques dans ce domaine. Vous regardez une carte, il y a une carte des QI mondiaux par nation, et vous voyez qu'il y a des zones un peu désertiques. Écoutez, mais les assiettes, j'ai des informations exactement contraires. Exactement, c'est pas moi je cautionne pas ces propos. C'est des recherches. Mais globalement, non, mais ce qui est grave, c'est que non seulement les plus pauvres sont toujours très pauvres, même plus pauvres, mais les classes moyennes sont aspirées vers le bas. Oui. Et ça, c'est sur toute la planète. Et ça veut dire que les gens qui ont fait des études, qui ont bossé, qui ont joué le jeu, ne s'en sortent plus. Alors, les revendications sont pas... Les revendications ne sont pas autour de ça. Mais peu importe. Hong Kong, c'est la liberté de choisir. Ce que je veux dire, c'est que ça crée forcément une poudrière possible. Oui. Des gens qui, à un moment donné, au moindre prétexte... C'est que c'est une histoire de dignité. C'est pas uniquement une histoire de porte-monnaie, c'est une histoire de dignité. Les gens, d'identité, les gens de Hong Kong savent qu'ils ont une identité personnelle et qu'elle serait diluée par les systèmes, par exemple, de fichage personnel, de reconnaissance faciale dans le Grand Pékin ou le Grand Shanghai. Tout le monde sait que c'est l'univers le plus concentrationnaire qui est devant nous. Surtout, ce qu'ils veulent, c'est que la Chine ne leur impose pas le système commun. Et surtout, ils veulent bien deux Chines, mais à condition de ne pas participer à la première. Parce que je ne sais pas si vous lisez la littérature sur Internet qui est émanant de Hong Kong, mais des étudiants vous donnent en anglais toutes sortes de clés pour comprendre la situation. Ils disent, vous, l'Occident, vous observez à la loupe ce qui se passe chez nous, car c'est votre liberté que nous défendons. Il faut quand même distinguer entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Oui, et les gagnants et les perdants de la mondialisation, il y a une espèce de ligne de fracture entre les pays riches et les pays pauvres. Vous avez des gagnants de la mondialisation que sont par exemple la Chine, qui aspirent la richesse à la fois des pays industrialisés, notamment de l'Europe. Et des émergents aussi. Exactement. Et d'autres pays émergents, parce que, évidemment, pour s'industrialiser, la Chine a besoin de matières premières et de ressources naturelles. Donc, elle exploite les ressources naturelles. Les perdants les perdants, ce sont les classes moyennes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre Europe, notre désindustrialisation sur ces 30 dernières années a fait le lit de l'industrialisation chinoise. Je tweetais il y a quelques jours en disant, de manière un peu amusée, qu'il y a 40 ans, les Chinois se baladaient beaucoup à vélo et peu en voiture. Aujourd'hui, ils sont beaucoup à voiture, peu à vélo, et nous, on a suivi le chemin inverse, et pas seulement pour des raisons écologiques. C'est parce que eux se sont enrichis, et nous sommes appauvris. Et vous ajoutez à ça une chose dont il est peu question. Quand vous regardez une Peugeot d'aujourd'hui qui obéit littéralement au marché chinois, au goût chinois, elle est d'une laideur à crever. Quand vous comparez une 406 dessinée par Pininfarina dans les années 90 avec l'une de ces immondes Peugeot d'aujourd'hui avec des bulbes, des phares partout, pensez à la 504 aussi, des chromes partout, on voit bien que c'est le goût chinois qui domine, c'est-à-dire que tout le raffinement de la vieille Europe est en train d'être laminé par le marché chinois. C'est aussi le cas
À mon avis, ça se discute beaucoup. Alors, je suis pas tellement d'accord parce que je trouve que la 508 est pas plutôt. Prenez par exemple le phare de la laideur automobile qui est la C4 Picasso Citroën. Citroën, oui, c'est c'est atroce. Il y a toutes les lignes sont brisées, les phares sont globuleux, tout est laid là-dedans. Par contre, je participe. Ça, c'est une question d'esthétique. Je partage votre constat sur l'industrie du luxe. Ouais. Effectivement, l'industrie du luxe, comme c'est les clients. Absolument. Regardez par exemple les grands magasins. Les grands magasins, il y a 30 ou 40 ans, vous aviez une clientèle française qui fréquentait les galeries Lafayette et le Printemps. Aujourd'hui, vous allez dans ces magasins. Allez au bon marché, non, il a raison. Maintenant, c'est que des Chinois, des Russes et des Arabes. Même les jeunes dames de Versailles préfèrent acheter du vintage, c'est-à-dire du Vuitton d'autrefois, qui est beaucoup plus chic. C'était la période de l'entre-soi du bon goût à la française. Parce que c'est effectivement les nouveaux produits Hermès et Vuitton ne sont pas au niveau. Franchement, je ne pensais pas que ce sujet allait nous amener vers les galeries Lafayette et les vieilles dames de Versailles. Allez, Laurent Arthur Duplessis, je vais vous laisser le mot de la fin sur ce sujet. L'Occident est le perdant de la mondialisation dans le sens qu'il a fait une croissance à crédit et une croissance par la création monétaire pendant 40 ans, pendant que la Chine, l'Inde s'industrialisaient dans le même temps. Et il y a eu un transfert de pauvreté vers l'Occident, c'est-à-dire enrichissement des pays nouvellement industrialisés, appauvrissement de l'Occident. Et cet appauvrissement de l'Occident est masqué par cette toute petite oligarchie mondialiste, richissime, de plus en plus richissime, et d'ailleurs qui éclabousse de son éclat les feuilletons télé, etc. Mais les classes moyennes et populaires occidentales sont en voie de paupérisation accélérée. À moins que les gilets jaunes n'enrayent le phénomène. Alors, on va... Merci. Suite au prochain épisode. Magnifique transition. Allez, je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes. Évidemment, Christian Combaz m'a brûlé la priorité, mais je lui en veux pas. On va parler des gilets jaunes. À tout de suite. Rebonjour, nous parlions des Gilets jaunes, nous continuons avec les Gilets jaunes. Ma question est, il y a eu un bilan qui est paru là sur les condamnations des Gilets jaunes. On va rentrer dans les chiffres et dans les détails dans quelques secondes, mais ma question c'était 10 000 personnes en gros ont eu affaire à la justice. Il y a eu quelques centaines de condamnations. Est-ce que vous pensez que la justice a eu la main lourde ? Ou est-ce que finalement elle a eu la main légère au vu des dégradations et des émeutes qui ont eu lieu en France ? Elle a été scandaleusement inégalitaire en ce que... Inégalitaire. Oui, en ce que les Gilets jaunes, qui sont essentiellement des Français d'origine, ont mangé fort, ont pris fort, aussi bien par la violence policière que par les condamnations, tout ce qui va, les mises en demeure, etc. Parce que s'ils n'avaient pas été Français d'origine, il aurait fallu... Alors que malheureusement, quand vous voyez un certain nombre même d'assassins qui tuent, alors que c'est la 18e, la 47e fois qu'ils passent par la case de justice, etc., et que eux ne ramassent jamais, effectivement... C'est normal, eux sont victimes. Attendez, je vous comprends pas. Quand on regarde les chiffres, donc il y a eu 3100 environ condamnations, et il y a eu 400 peines de prison ferme. Attendez, on va voir lesquelles vont avoir été exécutées. Pour les émeutes des cités en 2005, il y a eu combien de condamnations ? Je n'ai pas souvenir que ce soit compté par milliers, et encore moins d'arrestations. Alors, non, mais parce que c'était très localisé. Non, pas en 2005. En 2005, c'était tous les quartiers qui s'étaient embrasés, rappelez-vous. Et une question corollaire. Ce qui est localisé, effectivement, c'est Béziers, c'est Chanteloup-les-Vignes, ça c'est les dernières. Mais il y a eu aussi Villiers-le-Bel. C'est quand même une longue série, périodiquement, d'explosions. Jean Messia, il ne vous a pas échappé que les Gilets jaunes, ça a duré des dizaines et des dizaines de week-ends. Alors non, les vrais Gilets jaunes, ça a été au début, on va dire jusqu'au mois de février. Disons que ça a commencé à se tarir progressivement à partir des annonces, et parce que, il faut bien le dire, l'extrême gauche a tenté de récupérer C'est très simple, à partir du moment où les syndicats et l'extrême gauche ont phagocyté le mouvement, les vrais Gilets jaunes s'en sont retirés, et d'ailleurs pour la plupart,
ont exprimé leur colère dans les urnes à l'occasion des élections européennes, dont je rappelle que le taux de participation était record par rapport aux précédentes. Admettons que ça date de novembre 2018. On va vers les 1 an, jusqu'à février-mars, on va dire ça. Ouais. Donc ça fait quand même... C'est pas ça qui justifie la différence de violence avec les émeutes de banlieue. Je veux caser ma question corollaire de tout à l'heure, je vais l'oublier. C'est moi qui pose la question corollaire, c'était combien de pères de famille, protestataires, gilets jaunes, étaient-ils des multirécidivistes? Combien? Bonne question. Vous me posez la question. Mais ils ont été condamnés lourdement. Mais oui, parce que eux ne sont pas des victimes d'un système injuste, d'un système raciste, d'un système qui les discrimine, etc. Voilà. C'est ça l'idéologie d'une partie des juges aujourd'hui. Et les vrais violents, c'est-à-dire les Black Blocs, les vrais violents, ils passent entre les mailles du filet parce que ce sont des professionnels de la violence, généralement financés, et notamment par la nébuleuse Soros, notamment. Et ces gens-là sont des professionnels de la violence, ils savent se retirer à toute allure, parce qu'en plus ils sont entraînés, ils sont en forme, ils courent bien, ils savent se retirer à toute allure, et les flics tombent sur qui? Sur le brave père de famille, justement. Qui n'a pas enlevé son gilet. Qui n'a pas enlevé son gilet, qui ne sait pas s'y prendre pour leur échapper aux forces de sécurité. Et sur lequel on va saisir un porte-clés, on va dire que c'est une arme par destination. Voilà. Exactement. Qui n'est pas forcément aussi en forme qu'un jeune Black Bloc pour courir. Et c'est ce brave type qui va se retrouver... Mais la police, encore une fois, je suis d'accord avec vous, Monsieur Duplessis, mais encore une fois, c'est pas les forces de l'ordre. J'insiste, les forces de l'ordre ne sont qu'un élément, ne sont qu'un outil au service d'une politique. Donc il ne faut pas accabler les policiers qui ont des instructions. Lorsqu'ils ont des instructions de rester l'arme au pied, quand ils se font caillasser et tirer dessus à la chevrotine dans les cités, ils restent l'arme au pied. Quand on leur dit allez-y, pas de quartier, c'est pas de quartier. Voilà. Je suis un haut fonctionnaire, moi. Je suis un fonctionnaire moi-même. Je sais ce que ça veut dire obéir aux ordres du politique. Mais en l'espèce, là, on parle de la justice plus que de la police. Mais les deux, on va parler de la police, Jean Messia, parce que la police, il y a 2 policiers qui ont été mis en cause et qui sont au tribunal. Est-ce que d'ailleurs, ça vous semble, au vu d'un certain nombre de faits, est-ce que ça vous semble normal qu'il n'y ait eu que 2 policiers de condamnés, ou est-ce qu'il y aurait dû y en avoir davantage, ou même 2, c'est trop? Non, parce que les responsables, c'est les politiques. C'est Castaner nous n'avons pas répondu à votre question de départ. Qui ont donné les ordres. Ça ne m'a pas échappé, Christian Combas. Si les policiers se laissent tirer dessus parce qu'on en est là caillassés, etc., dans les cités, c'est sur ordre. Si il tire effectivement sur les gilets jaunes, c'est sur ordre. C'était avec des tasers ou éventuellement avec des balles de défense. Mais ça revient au même. Mais attendez, on se souvient quand même de ces images absolument extraordinaires où on voyait des blindés dans Paris début décembre pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Chose qu'on n'a jamais vue dans les cités les plus criminogènes. Chose qu'on n'a jamais vue dans les cités les plus criminogènes de France. Même au milieu des pires émeutes. Même au milieu des pires émeutes, exactement. On peut remarquer aussi une chose. Lorsque le gouvernement ne voulait pas voir les Black Blocs dans Paris, on ne les voyait pas. Et quand on voyait les Black Blocs en masse dans Paris, c'est manifestement parce que la police avait reçu l'ordre de les laisser passer aux accès de Paris. Il est quand même très facile de contrôler les accès de Paris, et quand on veut bien les contrôler, on les contrôle efficacement. Je peux rendre compte de ce qui s'est passé. Moi, j'étais un jour en province en rentrant un samedi matin tôt. Effectivement, ma voiture a été fouillée et j'ai dû justifier pourquoi j'allais à Paris. Donc on peut contrôler les accès. On peut sans doute contrôler les accès des autoroutes. C'est sans doute beaucoup plus compliqué pour le métro. Pas du tout. Il y a eu des barrages filtrants. Les gars, il y a rien de facile. Il y a rien de facile. Les 3 quarts du réseau du métro ont été arrêtés certaines journées. 3 quarts. Et les Champs-Élysées, attendez, là je suis non, pas... les 3 quarts, pardon, je vous en prie. Si, il y a eu des journées chaudes où les 3 quarts ont été arrêtés. Non, pas 3 quarts du métro à Paris. Les sorties, certaines stations étaient fermées, mais c'était pas 3 quarts du métro. Heureusement, autrement Paris aurait été paralysé. Mais l'autre chose, c'est, revenons à votre question, est-ce que la justice a eu la main lourde et y a-t-il des précédents? Moi, je vais vous dire, il y a un précédent, ça va paraître ridicule parce que c'est vraiment toute proportion gardée, c'est la Commune de Paris. Vous avez un essaimage dans la province comme sous la Commune de Paris, parce qu'il y a eu des communes de Lyon et de Toulouse à l'époque. Vous avez une répression féroce. Alors, il y en a été beaucoup plus féroce pendant la Commune de Paris. Parce on parle de dizaines de milliers de morts dans la Commune de Paris. Mais la brutalité, à l'époque, la brutalité de la réponse policière et gouvernementale a été perçue comme aujourd'hui
vraiment très atténuée, l'est par le bon bourgeois, la brutalité policière avec les fameuses LBD, etc. Ouais. Donc, évidemment, nous sommes une société plus policée, plus sensible à la douleur d'autrui, alors qu'évidemment, la Commune de Paris ne faisait pas de quartier. Cela dit, il y a quand même beaucoup de choses identiques. Par exemple, le fait que le pouvoir ait joué la dissension entre les émeutiers. Entre la police et les émeutiers. Entre la police et les émeutiers. Dissension et les émeutiers, vous faites la différence entre les gilets jaunes et les Pendant la Black Blocs, Commune de Paris, c'était à peu près comme pendant les journées de 17, les gens commençaient à se dénoncer les uns les autres entre gilets jaunes. Je veux dire, entre gilets jaunes de l'époque. Les communards se dénonçaient les uns les autres. On n'était jamais assez communards pour son voisin. Il y avait des comités de d'épuration à l'intérieur des rangs. Oui, ça, c'était un petit peu un écho de 1789. Mais là, pareil, toute proportion gardée, parce que c'est l'infime écho. Vous avez, chez les gilets jaunes, une tendance au contrôle de la parole d'autrui qui est absolument scandaleuse. Dès que vous êtes mis sur un forum, quittez toi pour parler, donc ils se coiffaient les uns les autres en permanence. Donc on a les mêmes phénomènes psychologiques qui sont à l'œuvre. Et donc je pense que le gouvernement a agit de la même façon, et moi ce que j'en vois, et pour répondre à votre question, c'est que le gouvernement s'est affolé. Quand on a la main lourde, et là la main était assez lourde, l'affolement était perceptible, a été perçu par la nation profonde, et un gouvernement qui s'est affolé une fois, c'est comme un moteur à explosion qui a chauffé par manque d'huile. Quand il a chauffé, il marche plus pareil. L'image extraordinaire, c'est Macron fuyant dans sa voiture. D'ailleurs, quand il s'est exprimé... je crois que c'était le 10 décembre pour la première fois, c'est ça ? C'est le 10 décembre pour annoncer ces mesures. Il avait les mains comme ça. Enfin, certains, on a eu écho qu'il avait des plaques d'eczéma, etc. Et non, surtout les consignes de ne pas trop remuer, de ne pas avoir l'air agité. Non, je pense qu'effectivement... Oui, un chef de l'État doit de toute façon, être calme. Globalement, si vous voulez, le problème, c'est que en fait, Macron est l'exacerbation du système antinational qui dirige la France depuis une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, il est à lui seul le résumé, ça, le représentant... Regardez. Je termine juste mon propos. Il est le représentant de toutes les rentes qui gouvernent la France depuis une quarantaine d'années. Ripolliner sous les phares avenants de ces traits juvéniles qui a permis de dire c'est le nouveau monde qui arrive. En réalité, c'est une escroquerie. Tout l'ancien monde aggloméré et agglutiné autour de Macron qui tente de survivre à travers lui. Et effectivement, que disent les Gilets jaunes ? Je vous rappelle quand même que la crise des Gilets jaunes a démarré 2 ans quasiment après l'élection d'Emmanuel Macron. Les 2 ans qui séparent le virage de la rigueur de 83 du programme de Mitterrand de 81. Et donc, en fait, les Gilets jaunes ne réclament rien d'autre qu'un changement de cap, un changement de politique. Quand son temps, Mitterrand avait été suffisamment intelligent pour accomplir, et que, évidemment, Macron, n'ayant ni l'indépendance de Mitterrand, ni sa finesse politique, ne saura jamais faire. C'est pour ça que la situation est dangereuse. Pas seulement changement de cap et de politique, changement de tête. N'oublions pas qu'il est devenu une tête de Turc pour l'opinion. Avant son élection, les cafés où je passe mon temps, en province, on disait tu vas voir, c'est un branleur. Et effectivement, il le jugeait comme ça avant qu'il entre en politique. Quand il a commencé son discours, on dit il parle comme un branleur, comme un vendeur de voitures, comme un vendeur de véranda. Donc ces gens-là, la France profonde en a jusque-là, de ceux qui vous vendent des choses au téléphone, qui vous font soi-disant des ristournes sur des voitures qu'ils ont en fait surcotées avant. Donc ce genre de personnages qui ont fait HSC, qui emberlifiquent le bon peuple, ils en ont assez. Oui, et donc, il est mal placé à là où il est parce qu'il correspond. Sauf que là, on parle de la justice. Il a été élu par qui déjà ? C'est à double tranchant. D'autre part, je me permets de vous dire d'une phrase, il ressemble à Thierry Lhermitte dans l'aile ou la cuisse. La France, elle, se perçoit, pas Thierry Lhermitte, dans le dîner de con. La France, elle, se perçoit comme Jacques Villeray. Elle a d'elle-même l'idée de Jacques Villeray. Or, nous sommes gouvernés par des Thierry Lhermitte. Oui, mais c'est plus compliqué. Je n'avais jamais entendu cette comparaison, elle est fort marrante. C'est plus compliqué et plus grave que ça, à mon avis, parce que Macron s'est complètement affolé, c'est clair, mais en même temps, il a surfé sur la vague pour essayer d'installer un système encore plus totalitaire, plus dictatorial à tous les niveaux. Vous voulez pas me parler de la justice, en fait. Ça va avec la justice. Je suis désolée, les procureurs, c'est la main, c'est Belloubet, les procureurs, c'est Macron. Ils sont en lien, c'est Macron. Je veux dire, les condamnations, c'est Macron. Quand vous voyez, je termine quand même. Quand vous voyez, par exemple, la condamnation des identitaires pour avoir mis une banderole au col de l'échelle, alors que le procureur, au tout début, dit on classe, etc. Non, mais je veux dire, c'est révélateur de ce qui se passe. Comment est-ce que des gens peuvent être condamnés à de la prison ferme et à tout ce qui va avec, perte des droits sociaux,
sociaux et des droits de citoyens. Voilà, tout simplement pour avoir simplement dit, écoutez, la politique migratoire, c'est pas tout à fait ça qui nous plaît, juste ça. Donc il y a parallèlement à cet affolement, le désir d'étouffer dans l'œuf toute velléité de contestation en tapant très fort. C'est un pouvoir qui est son peuple. S'il y a un pays avec lequel ça ne marche pas, c'est bien la France. Ça n'a jamais marché. Mais pour le moment, ce genre de comportement psychologique avec le français de base, et nous sommes encore assez nombreux à porter une arme française, ça ne marchera pas. Alors, on va parler au sujet suivant pour finir. On approche des 1 an des Gilets jaunes. Oui. Est-ce que vous pensez que ce mouvement, je vous demande plutôt un pronostic sans doute argumenté de ce que vous voyez sur le terrain, est-ce que vous pensez que ce mouvement va repartir? Est-ce qu'à l'occasion du 17 novembre, là, dans quelques jours, ou à l'occasion du 5 décembre, c'est-à-dire les grèves pour protester contre les changements de régime spéciaux des retraites, est-ce que vous pensez qu'à un moment ou un autre, ce mouvement va repartir? Allez, oui. Christian Combas. Oui, et je leur souhaite de repartir sur un mode spectaculaire, c'est-à-dire voué aux médias, parce qu'en gros, ils sont enterrés en ce moment par les médias, qui n'en parlent plus, alors que moi, à Toulouse et à Montpellier, je sais qu'il y a des incidents tous les samedis, dont LCI ne parle jamais. Donc, pour retrouver une surface médiatique, ils vont être obligés de monter la pression et de faire des choses spectaculaires, pas forcément violentes, mais en tout cas qui se voient partout. Si ils arrivent à asperger de peinture jaune une tour de la Défense, on ne pourra qu'en rendre compte. Christian, les Gilets jaunes ont eu vraiment de l'impact parce qu'ils étaient nombreux. Parce que partout en France, sur beaucoup de ronds-points, il y avait des gens qui se rassemblaient. Excusez-moi, ça ressemble en fait à un volcan. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de lave extrêmement impressionnante, lave sociale en l'occurrence, à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Et en fait, le volcan, l'explosion a diminué, a faibli d'intensité, mais on voit bien que le feu continue de brûler. Voilà. L'encéphalogramme n'est jamais plat, ça bouge. Donc, si vous voulez, il suffit d'un rien. Il suffit d'un mauvais pas, et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement l'a très bien compris, d'où son extrême prudence sur ce cataclysme, cette réforme cataclysmique que prévoit d'être la réforme des retraites, où il tergiverse, il temporise en disant ça sera la clause du grand-père, etc. Il veut organiser un débat d'1 an encore pour essayer de la retarder. On dit que c'est pour enjamber les municipales. Oui, mais justement, je pense qu'effectivement, le gouvernement a très bien compris que la colère sociale est extrêmement forte, même si elle est étouffée. D'accord, mais elle est extrêmement forte et que la petite étincelle peut. Alors, autre chose. Jean Messia, juste votre pronostic. Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes vont repartir ou que c'est un mouvement qui va renaître ailleurs, ou plus tard ou jamais? Je pense que les Gilets jaunes sont bien partis pour rester et s'amplifier, mais en fait, la forme est discutable. Est-ce que ça va de nouveau être comme ce qui s'est passé en fin d'année dernière? Je n'en sais rien. Surtout qu'on parle aussi de velléité, de crise économique, etc. Enfin, si vous voulez, le contexte économique mondial, en tout cas financier mondial, plus le contexte social, plus les réformes prévues par le gouvernement constituent un cocktail dont personne ici, je crois, ne peut prédire comment il va exploser. Dernière chose, une phrase. L'aspect personnel. Ces gens détestent Macron à titre personnel. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que quand surviendra la crise financière mondiale qui s'annonce et qui se rapproche, eh bien là, il y aura une explosion sociale concomitante qui sera phénoménale et bien plus forte que ce qu'on a connu là avec les Gilets jaunes. Donc, si je traduis, c'est non, ça repart pas maintenant, mais avec la crise, en attendant un phénomène économique à venir. Ok, Christine Tazin, qu'est-ce que vous sentez, vous? Moi, je vois que ça repart, la proximité de l'anniversaire fait que les gens recommencent de s'installer sur des ronds-points en province, au moins. Oui. Vous le voyez près de chez vous? Oui. Oui. C'est-à-dire que ça avait disparu près de chez vous? Oui. Les ronds-points étaient désertés et ils recommencent à être occupés. Et là, ça recommence. Ça, c'est un signal faible que vous pensez? C'est un signal faible dont on ne sait pas ce qu'il va devenir. D'accord. C'est-à-dire où les gens vont se dire finalement, on ne va pas rester là, c'est l'hiver, il fait froid, voilà. Soit ils passent à autre chose, effectivement, des actions symboliques plus spectaculaires,
pour exister autrement et pour enquiquiner Macron, pour que Macron les prenne en considération. Il y a quand même le scrutin européen qui a absorbé une partie de cette colère sociale, parce qu'encore une fois, les élections européennes, le taux de participation a étonné tout le monde. Là, vous allez voir les municipales. Et voilà. Et je pense qu'il y a effectivement, c'est ce que d'ailleurs disait Victor Hugo, en démocratie, on remplace le couteau par le bulletin de vote. Oui. Bon, et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que beaucoup ont dit oui, mais les listes gilets jaunes n'ont rien fait aux élections. Ben évidemment, puisqu'en fait, la plupart des gilets jaunes, en tout cas une majorité d'entre eux dès le départ, étaient des électeurs du Rassemblement national. Donc, alors l'autre chose, c'est que les municipales, c'est vraiment le lieu de la colère gilet jaune par excellence, parce que toutes les injustices de proximité, ça se traite normalement par la proximité. Or, Macron veut instaurer un système où la commune n'a plus de pouvoir sur le malheur des gens. Il aura la commune avec un grand C. Il n'y a rien de pire. L'intercommunalité est par définition très anonyme pour traiter le malheur. L'intercommunalité, c'est pas Macron, hein, c'est très ancien. Il en est l'âme. Il est perçu comme l'âme de ce système où les communes se regroupent, où le maire dit « je n'ai plus de pouvoir, j'ai plus de budget ». Ce qui est vrai. Et donc, effectivement, les gens vont se fâcher et ils vont voter, à mon avis, pour un retour à un ordre où on peut se plaindre à quelqu'un dans la commune. D'accord. Encore faut-il qu'il s'incarne dans une personne locale. Alors, le problème, c'est là que moi, je crains quand même des débordements, parce que j'habite en province, c'est mon fonds de commerce, je fais une chronique sur la province. Je pense que localement, la figure du député, du représentant l'AREM, d'une manière ou d'une autre, est tellement mal vue qu'il va y avoir des incidents contre eux. Une anecdote. C'est déjà le cas. Ils sont repérés dans les communes, les partisans, les macroniens sont désignés comme des bêtes noires. Justement, je voulais signaler une anecdote. C'est pas un problème politique pour vous, voire un problème démocratique? Oui, ça peut être un problème démocratique. Une étiquette. Absolument. D'ailleurs, ils l'ont enlevé. Je vous rappelle qu'ils viennent de l'enlever. Ce qui est un témoignage que ça va très mal pour leur image. Non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on voit les campagnes d'affichage de députés macroniens qui n'ont plus effectivement l'étiquette LREM pour se présenter. Ils veulent pas se ramasser un attentat, comme dirait Castaner. Non, mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'un jet de tomate est un attentat? Non, mais pour Castaner, la dégradation d'une vitrine, c'est un attentat. Cela dit, le jet de tomate les guette, à mon avis. Il y a même des inquiétudes dans l'entourage du président de la République sur l'élection présidentielle de 2022. De quel ordre que c'est peut-être pas si garanti que ça. Ah, vous voulez dire la réélection de Macron? Oui, bien sûr. Mais d'abord, on en viendra peut-être à en parler. Ce sera un sujet qu'on aura le temps d'aborder. Cela dit, je pense que Macron, son sort est un peu scellé aussi par l'image qu'il a auprès des Américains. Ce sont les maîtres de notre jeu. Le jour où il énerve Trump de manière très grave, il est mort. Bon. C'est bien parti, en tout cas. Ok, on en reparlera. On parlera de l'impeachment aussi qui menace Trump. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Rebonjour, troisième et dernier sujet. Ce dernier sujet, il est basé sur une interview que le président Macron a donnée à The Economist. Alors The Economist, pour ceux qui ne voient pas, qui ne connaissent pas plutôt, j'espère que vous voyez, parce que si vous nous regardez, je devrais presque refaire ce lancement, mais je ne vais pas parce que c'est marrant. The Economist, c'est un grand journal économique britannique. Et là-dedans, le président Macron a donné une interview qui a fait les grands titres en disant parce qu'il disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Bien sûr, je vais vous faire réagir sur ce sujet-là, mais en réalité, il a également abordé d'autres sujets. Par exemple, les 3% de critères de budget à ne pas dépasser, de déficit à ne pas dépasser. Bref, il a abordé des sujets qui étaient bien plus vastes que ceux qui ont été désignés. Je voulais vous faire réagir au moins sur l'OTAN. Allez-y. Alors, Jean Messia. Avant de venir à l'OTAN, sur les critères de convergence de 3% et de 60% qui sont inscrits dans le marbre depuis 92. On a quand même souvenir qu'Emmanuel Macron avait été élu justement sur son image de rigueur budgétaire, de compétences techniques budgétaires, par le fait qu'il a fait l'ENA, qu'il était à l'inspection du Trésor, qu'il était à Rothschild, etc. Et aujourd'hui, il nous annonce tout de go, sans en avoir l'air, que finalement tout ça, c'est poubelle, parce qu'évidemment, il n'arrête pas de sortir le chéquier et d'utiliser des bazookas budgétaires pour tenter d'éteindre la colère sociale. Mais nous en tout cas, Marine Le Pen, qui dans son projet présidentiel que j'ai coordonné, avait
pour projet de faire une petite relance, d'industrialiser. On nous avait taxé de tous les noms en disant des démagogues, ça va être le bazar absolu, ils ne savent pas gérer, etc. Mais là, ça passe comme une lettre à la poste. Oui. Alors, sur l'OTAN... évidemment, l'organisation du traité d'Atlantique Nord, dont je rappelle que la création date de 49... Je réfléchis, ça serait peut-être intéressant de faire réagir tout le monde autour des 3%. On va revenir sur l'OTAN. Parce qu'effectivement, le critère des 3% était un critère qui était plutôt respecté par tout le monde et qui l'est actuellement et principalement pas par la France. Voilà. Ouais. Et la France, et l'Italie et la Grèce et tout ça, mais globalement quand même et actuellement particulièrement, les critères de convergence sont respectés. La France a du mal à les respecter. Et là, le président Macron dit en gros que ces 3% devrait plus être l'alpha et l'oméga pour permettre une politique de relance. Mais parce qu'il Autrement dit, d'investissement au niveau européen. Parce qu'il peut pas. Ils visent pas mal les Allemands. Il ne peut pas le faire pour une raison simple, c'est qu'en réalité, il avait dit que toutes les mesures sociales qu'il avait concédées aux Gilets jaunes étaient financées. Ce qui est faux, puisqu'on voit que dans le débat d'orientation budgétaire dès la fin de l'année dernière, les 3/4 de ces mesures ne l'étaient pas. Et donc, ils ont été financés par le déficit et donc par la dette. Donc, comme il est dans une seringue avec le pistolet de Bruxelles sur la tempe, dans le cadre des grandes orientations de politique économique, qui lui demande de faire des économies pour rentrer dans le cadre, lui, il dit non, il n'y a pas de cadre. Comme ça, c'est réglé. Laurent Arthur Duplessis. Cela reflète aussi un mal chronique en France, c'est que l'État, qui est déficitaire depuis des décennies... depuis Raymond Barre, s'épuise en dépenses sociales, en transferts sociaux, etc. Et il y a très peu de dépenses d'investissement, donc de dépenses qui préparent l'avenir. Et c'est dramatique, c'est absolument dramatique, parce que l'économie française prend de plus en plus de retard, elle se sclérose de plus en plus. On regrette les vieux projets du temps de Pompidou, De Gaulle, Pompidou, etc., comme Airbus, qui étaient derrière le résultat d'États-nations qui s'entendaient. Mais qui étaient des projets à l'échelle européenne. Et on voit encore aujourd'hui... Non, mais attendez, à l'échelle européenne, mais ce n'était pas piloté par Bruxelles. C'était l'entente d'États-nations indépendants principalement la France et l'Allemagne, en l'espèce. Voilà. Et avec la France comme leader en même temps. Et en fait, on voit que Bruxelles interdit les grands regroupements d'une manière absolument schizophrénique, et on nous explique que l'Union européenne, c'est le bon cadre pour faire face à la Chine et aux États-Unis. Or, c'est un des éléments de l'interview l'Union européenne interdit les grands regroupements. C'est déclamatoire, C'est absolument schizophrénique. Et on peut espérer qu'avec Thierry Breton, ça change. Non, mais rien ne changera, c'est pas possible. Et alors, comme on a des taux d'intérêt négatifs pour emprunter sur les marchés financiers internationaux, on y va à tour de bras. Mais le jour où les taux d'intérêt commenceront à remonter, ce sera une catastrophe. Moi, je crois quand même une seconde, Christine, je voudrais juste poursuivre. Encore une seconde. Encore une seconde, Madame Le Bourreau. Mais Laurent Arthur Duplessis, est-ce que justement, là, la position de Macron, qui consiste à dire investissons au niveau européen, ne va pas dans votre sens? C'est-à-dire, là, ce que propose le président Macron, c'est pas des dépenses de fonctionnement, c'est des dépenses structurelles. Oui, mais c'est du verbiage. C'est du verbiage. Il peut dire ce qu'il veut, Macron. C'est du verbiage. Tout ça, c'est plus pervers que ça. Non, mais qui financera? Non, mais ça sera l'Allemagne, principalement, parce que c'est un des seuls pays excédentaires. Et l'Allemagne dit non. C'est bien une des choses qui pose problème. Je crois que Macron se fiche totalement de savoir qui financera. Je crois que cette interview est l'œuvre d'un pervers et du en même temps cher à Macron, à savoir il sent que tout lui échappe. Et il essaie, d'ailleurs, lui, le mondialiste... les organiser. Les événements les échappent, feignons les organiser. Lui, le mondialiste, dénonce dans cette interview, c'est fabuleux, il dénonce toute la mondialisation qu'il appelle de ses voeux depuis toujours. D'accord ? Non, mais c'est pas exactement ce qu'il dit. Si. Attends, quand il dit recréons l'Europe, rendons l'Europe plus forte. Il attaque l'UE, qui l'empêche effectivement de faire ce qu'il veut faire, qui limite. Il ose parler des Chinois alors que toute la politique macronienne fait qu'on a complètement désindustrialisé pour que tout parte en Chine, etc. Macron est en train de nous jouer, je pense, avec cette interview, un jeu de en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, il fait sa politique mondialiste à fond et il n'y a aucune raison pour que ça change. Et de l'autre, il envoie un discours pour qu'il reste des choses quand les gens vont voter.
voter. Ah, mais oui, mais il a dit que, oui, mais il fait attention. Christine, le message, quand on donne une interview dans The Economist, le message, il n'est pas à l'adresse des Français. Il est clairement à l'adresse des élites européennes. Déjà, quand le président Macron s'exprime, pour une fois, je vais employer les grands mots, il a toujours une idée derrière la tête. Oui. Toujours. D'accord. Il ne dit jamais ce qu'il va faire. Quand vous exprimez, vous avez une idée derrière la tête. Non, une idée derrière la tête, c'est que... On peut espérer que le président de la République ait une idée derrière la tête. Il annonce systématiquement... L'essentiel, comme disait De Gaulle, c'est de se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Il annonce systématiquement une intention quand il en a une autre. D'accord. Ça, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que vous lisez derrière l'interview ? Pour augmenter, plutôt pour diminuer, enfin pour remettre au niveau des pâquerettes le propos de Christine, c'est un pervers narcissique au sens amoureux du terme. C'est-à-dire, les pervers narcissiques n'aiment pas être quittés par leur compagne. Ils font le siège du digicode. Ils disent « on va se remettre ensemble, tu m'as mal compris ». Donc, il y a chez Macron le côté « vous m'avez mal compris ». Je n'ai pas dit ça. Il l'a dit, on a les enregistrements. Mais il vous dit sans arrêt qu'il ne l'a pas dit. Juste sur le fond, j'aimerais quand même réagir parce que, si vous voulez, concrètement... On va aller sur l'OTAN, là, maintenant, et le fonctionnement de l'Europe. Concrètement, moi, je veux bien la relance européenne à l'échelle de l'Europe, etc. Mais à la fin de la journée... Il y a quand même qui c'est qui finance ça ? Parce que l'Europe, le budget européen en tant que tel, il n'y a pas suffisamment d'argent pour financer. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que la monnaie unique doit voir le jour, je dirais, simultanément, ou en tout cas à terme rapproché, avec une union budgétaire. C'est-à-dire avec la possibilité d'écréter les excédents des uns pour les redistribuer sur les autres. Sauf que le problème, c'est que les Allemands sont évidemment le citoyen allemand, très vertueux. Le citoyen allemand qui habite Berlin ou qui habite le Schleswig-Holstein, il sera parfaitement d'accord d'être solidaire avec un habitant de la Bavière. Mais il ne sera pas d'accord pour être solidaire avec un habitant grec ou un habitant français. On va peut-être quitter cet aspect budgétaire pour aller vers l'OTAN, parce qu'il me semble que ce que dit Macron est assez fort. Hein. Il appelle à davantage de dépenses au niveau européen. Non, mais déjà, la formulation, il vous dit que l'Europe n'a plus de cerveau. J'y viens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je me propose pour devenir le cerveau de l'Europe. Okay. C'est évidemment ça. C'est l'OTAN qui est en état de mort cérébrale. Il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale, mais il fait quand même des points assez intéressants. Il dit que les États-Unis se retournent vers l'Orient et donc nous abandonnent. Il dit qu'à l'intérieur de l'OTAN, il y a une sorte d'ennemi de l'intérieur qui est la Turquie, et il pose d'ailleurs une question qui est très intéressante. C'est l'article 5 du traité de l'OTAN dit que les membres de l'OTAN doivent être solidaires et doivent pouvoir s'entraider militairement. Et en gros, que se passe-t-il si demain la Turquie est attaquée par la Syrie ? Mais non. Est-ce que nous sommes que la Turquie est attaquée l'Irak et la Syrie, ça c'est déjà fait. C'est la réplique qui est inquiétante. Personne n'ira, évidemment. En revanche, à mon avis, l'idée de derrière la tête dont nous parlions tout à l'heure, c'est que Macron a une idée d'ordre public en France avant toute chose et qu'il compte sur la solidarité des forces de maintien de l'ordre européenne pour maintenir éventuellement l'ordre autour de l'Arc de Triomphe si ça devait se reproduire. Vous pensez que clairement on pourrait appeler l'OTAN ou le successeur de l'OTAN pour venir défendre l'Arc de Triomphe ? Ça fait deux avantages pour lui. Deux avantages pour lui. La première chose, c'est qu'il établit l'idée européenne comme opérationnel sur le terrain. C'est-à-dire, s'il y a des soldats néerlandais et espagnols à Paris pour rétablir l'ordre, il va pouvoir dire, vous voyez bien que ça marche, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il aura rétabli l'ordre. Je pense que il a compris, peut-être qu'il a compris, qu'on va vers une guerre civile en France. Je ne parle pas de gilets jaunes, là. Non, on est bien. Je parle d'une guerre de civilisation, une guerre de religion avec les islamistes, soyons clairs. Moi, je suis persuadé qu'elle a commencé déjà et qu'on va dans un crescendo vers une guerre civile très, très violente. Et on a entendu des déclarations de guerre ces derniers week-ends. Alors là, peut-être qu'effectivement, ce regroupement de forces sera adapté à ce niveau de conflit. Ça, c'est le premier état. Vous pensez... Ok. Mais mettons-nous dans ce scénario-là. Est-ce que vous pensez que l'armée française, telle qu'elle est structurée en nombre et en qualité, déjà le recrutement depuis 10 ans, c'est quoi l'armée française, le recrutement ? Vous connaissez des officiers. Vous savez de quoi ils se plaignent depuis 10 ans ? Moi, dans le Figaro, j'avais pas le droit de le dire il y a 10 ans. Pourquoi n'avais-je pas le droit de le dire il y a 10 ans ? Parce qu'il y a une nature de recrutement qui était incompatible avec les valeurs de la France.
dans les forces spéciales, même dans les forces d'intervention spéciales. Il y a eu une mutinerie de marins musulmans sur le porte-avions Charles de Gaulle il y a quelques années. Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas participer à une action en Afghanistan. Contre leurs frères musulmans en Afghanistan. Donc vous pensez que là, il y aurait un danger et que l'armée ne serait pas forcément... Et de toute façon, l'armée, elle est en opération extérieure. Vous savez combien il y a d'hommes de ligne, enfin de mêlée dans l'armée? Il y en a même pas 80 000. On peut les mettre dans un stade de foot. Et ils sont tous en opération extérieure, pratiquement. Et on n'a pas les effectifs pour une guerre civile en France. Alors moi, je voulais juste réagir par rapport à l'OTAN, puisque c'est le sujet. Je pense qu'effectivement, l'OTAN, qui date de 1949, on a fêté il y a quelques jours la chute du mur de Berlin. On ne peut pas continuer, effectivement, avec une organisation qui a été taillée pour un monde qui est celui de la guerre froide, avec un monde aujourd'hui où la Turquie n'est plus le même pays et où la Russie non plus, d'ailleurs, n'est pas le même pays. Il faut une refonte complète de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui soit davantage inclusive de la Russie et qui peut aller effectivement jusqu'à l'exclusion de la Turquie, qui n'a plus rien à faire, ni dans l'Europe d'ailleurs, en tout cas dans le monde. C'est mentionné par le président Macron dans l'interview. Il dit dialogue. Alors, avec la Russie ? Oui, il en parle. Il parle de dialogue. À mon avis, si vous voulez mon avis, ça c'est de la prospective. Si la première solution échoue, les forces néerlandaises, si on a un gros attentat... Je ne sais pas ce que vous avez comme obsession avec là. Si on a un gros attentat de type World Trade Center, je pense qu'il y a une solution résiduelle, la dernière, qui sera de demander à Poutine comment il a fait pour ne plus avoir d'attentats, alors qu'il a eu 2 fois 450 morts dans des écoles. Ça fait 10 ans qu'il n'y en a plus. Il avait des méthodes très différentes. Et donc Poutine va vous dire, si vous voulez, moi je vous explique comment j'ai fait. Il fallait aller les buter. En 2005, j'avais écrit un livre sur la Turquie, sobrement intitulé « Des questions sur la Turquie et des réponses qui dérangent », parce que le titre précédent avait un petit peu traumatisé mon éditeur, et où je disais que la Turquie avait vocation à sortir de l'OTAN, parce qu'elle était en voie de réislamisation. Oui, bien sûr, Et là, la réislamisation, depuis 2005, on l'a vu galoper, alors qu'en 2005, la Turquie Erdogan apparaissait comme un défenseur de la démocratie, comme il y a des chrétiens démocrates, il y avait des islamo-démocrates, toute la vulgate du politiquement correct, c'était de présenter Erdogan comme une merveilleuse passerelle démocratique entre l'Europe et le monde musulman. Là, on voit maintenant ce qu'il en est. Et la Turquie est en train de sortir de l'OTAN. Mais comment vous le voyez opérationnellement ? Parce qu'il y a de nombreuses bases de l'OTAN. Il va y avoir des crises. Il va y avoir des crises. Il y a du matériel sur place. Il y a du matériel nucléaire. Erdogan fonctionne au chantage de toute façon. Et il y aura des crises. Au rapport de force. Il a 4 millions de migrants prêts à les balancer chez nous ou dans le nord-est de la Syrie. Donc de toute façon. Mais pourquoi ça terrorise nos élites, puisqu'ils vous disent que l'immigration est une chance pour la France ? Non, mais justement, c'est intéressant, on justement. en revient C'est très bien que ça pose un problème politique. Vous pensez que c'est envisageable la sortie de la Turquie ? Pourquoi ? Parce qu'il y aura de plus en plus de crises entre la direction de l'OTAN et la Turquie. Et ces crises finiront par faire des clashs et finiront par provoquer la sortie de la Turquie de l'OTAN, mais c'est la Turquie elle-même qui pourra éventuellement prendre l'initiative. On n'a pas besoin de l'éjecter, c'est elle qui... Oui, parce qu'en fait, c'est la trajectoire. Il faut s'intéresser aux trajectoires de long terme du pays. La Turquie, effectivement, a un fond de sac culturel identitaire qui est effectivement musulman. Attendez, ils ont martyrisé l'Europe pendant 4 siècles. Il y a eu effectivement Atatürk qui, grand paradoxe, a importé la démocratie par la dictature d'une certaine façon, qui a occidentalisé, européanisé de force la Turquie. Mais en fait, un pays... Un peu comme le Shah d'Iran en Iran. Exactement, mais un pays, vous avez beau le dérouter de sa trajectoire naturelle, tendanciellement... Et à l'inverse, essayer d'expliquer à un Hongrois ou à un Bulgare que les Turcs sont des gens très bien. Ils ont été envahis, les Hongrois pendant un siècle et les Bulgares pendant 4. C'est pour ça que moi je suis extrêmement optimiste vis-à-vis de la situation de la France. Parce que nous aussi, on a essayé de nous dérouter de notre lit identitaire d'une certaine façon, mais tôt ou tard, un peuple garde en mémoire ce qu'on appelle d'ailleurs en physique et en économie l'effet d'hystérèse, c'est-à-dire l'effet de mémoire, qui fait qu'en fait une société, même si elle est déroutée artificiellement de son lit, eh bien tendanciellement, pour des raisons que l'histoire déterminera, revient toujours dans son lit par la suite. Alors ça paraît un peu déterministe comme discours, mais c'est comme ça que je le vois. Dernier sujet que je voudrais vous faire aborder, c'est que Emmanuel Macron
dit que l'Europe doit monter en puissance pour ne pas laisser la place à une sorte de G2 qui serait les États-Unis et la Chine qui dialogueraient par-dessus. Et la Russie, la Russie économiquement étant faible. Non, justement, c'est le point d'ordre qui manquait à notre discussion précédente. Qu'est-ce qui se passe si Trump met sa menace à exécution? C'est-à-dire, finalement, je m'en désintéresse, l'OTAN c'est bien gentil, mais bon... La Russie, sachant qu'il prendrait la suite d'Obama, va nous proposer d'occuper le terrain libre en disant vous ne savez pas gérer vos problèmes d'ordre public. Si vous voulez, nous on débarque à Istanbul. L'Europe pour l'instant. Ma question c'était le G2 ou le G3 avec l'Europe. L'Europe pour l'instant ne monte pas en puissance, si je puis dire. L'Europe pour l'instant se fait monter en puissance. Si j'ose. Justement. Non, il voulait parler d'un cheval. Voilà, le constat est même fait par Macron. Ma comparaison est équestre. Oui, absolument. Mais chacun l'avait traduit comme ça. Mais je dirais le roi est nu. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus à quel point l'Union européenne est un flop sur tous les sujets, est un flop sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et l'Europe est en voie de dislocation. Le Brexit en est un premier signe. Il y aura d'autres pays qui sortiront de l'Union européenne. Forcément. Et l'euro a vocation à éclater. L'euro éclatera. Je me permets de le rappeler en tant qu'écrivain français, mais nous continuons à lire Hermann Hesse, Knut Hamsun, tous les grands Danois, les grands Suédois. Notre littérature, notre âme culturelle européenne reste absolument Bien sûr, il y a une civilisation européenne, mais il y a des États-nations. Très probablement que le ciment reprendra. Je suis là pour en témoigner, parce qu'on ne s'assimile pas à rien. S'il n'y avait rien, je ne serais pas devenu français. Et la prochaine crise financière va faire justice de l'euro. D'accord. Bon, pronostic bien sombre, dont nous reparlerons, parce qu'a priori, ça ne va pas se passer dans les 15 jours qui viennent. Mais pas dans 10 ans non plus. Très bien. OK. L'accélération de l'histoire. Je ne sais pas. Allez, très bien, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vous invite à parler de cette émission autour de vous. Je voulais vous remercier, madame, messieurs, de votre présence, de vos connaissances, de votre tempérament, Christian Combaz. Moi, de toute façon, je suis provincial, je ne viens que très rarement. Mais on vous reverra peut-être de temps en temps. Des petites boutades qui nous ont permis de rigoler. Des petites boutades, absolument. La boutade nous a monté au nez. Allez, on se retrouve. Je suis drôle, on croirait le canard enchaîné. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite de nous retrouver dans 15 jours. À très vite. Au revoir.